Nous vivons aujourd'hui dans un monde étrange. Nous, êtres humains, sommes si magnifiques, mais à la fois pleins de torts. Dans cette vidéo, je voudrais expliquer pourquoi les changements climatiques sont aussi peu discutés dans les médias et peu discutés dans notre vie en général. Il existe une raison qui fait en sorte que nous essayons de nier l'existence des changements climatiques. Je vais donc vous parler de cela dans cette vidéo et j'espère que vous partagerez pour que le message se rende. Je suis convaincue que nous pouvons y arriver si nous comprenons comment nos êtres fonctionnent. Bonne vidéo! PS, la vidéo est dérivée d'un article scientifique sur le changement climatique et la psychologie écrit par mes soins. Les années 1970 furent des années où les changements climatiques ont été constatés pour la première fois dans les modélisations climatiques. En effet, avant la Seconde Guerre mondiale, le climat était globalement perçu comme plutôt stable, peu susceptible d'être influencé par les activités humaines. À cette époque, notre opinion sur la question a drastiquement changé et nos habitudes et convictions ébranlées. Depuis ce temps, est-ce que notre intention de changer nos habitudes a réellement changé? Selon une revue de littérature effectuée par Sean Oreg, il y aurait 6 sources de résistance au changement attribuables à nos particularités. Les 6 sources sont la réticence à perdre le contrôle, les rigidités cognitives, le manque de résilience psychologique, l'intolérance à la période d'ajustement nécessaire, la préférence pour un faible niveau de stimulation ou de nouveauté et la réticence à aller chercher ses anciennes habitudes. Traduction libre. Ces résistances au changement peuvent s'appliquer à différents contextes, tels le contexte organisationnel et le contexte de consommation de produits. Il est possible d'extrapoler la théorie et de l'appliquer à une perspective de réticence au changement climatique. En effet, on peut observer que la variabilité individuelle détermine comment la personne va gérer sa transition écologique et aider d'autres à le faire. Ces variabilités individuelles font en sorte que la personne peut agir en utilisant le déni pour se protéger de la menace ou s'engager dans la transition. Cela renvoie à la théorie du modèle transactionnel du stress ou d'autres modèles qui incorporent la gestion de la menace. Le cerveau traite alors l'information sous forme de 2 processus, les processus primaires et les processus secondaires. Les processus primaires consistent à l'évaluation de la pertinence de la menace, soit de déterminer si la menace est suffisamment importante pour y prêter attention. Les processus secondaires évaluent les ressources disponibles pour faire face à la menace. La décision que l'individu prend est fonction de la balance entre sa propre fragilité émotionnelle, de ses valeurs et de ses traits de personnalité individuelle. Là, on peut voir que la personnalité humaine est au cœur de nos actions dans la transition écologique. En somme, l'humain est au cœur d'une bataille contre une menace soi-disant réelle, mais du même niveau, certes, qu'un examen final de mathématiques. Selon la façon dont la personne gère la menace, il peut y avoir un processus d'évitement ou un processus de confrontation de la menace. Ceci s'appliquerait, dans notre cas précis, à une implication dans la transition écologique. Ce présent paragraphe sera consacré aux réactions qui viennent avec le processus d'évitement, dont le déni et l'oubli. Selon plusieurs auteurs décrits dans le livre Psychologie des émotions de Olivier Luminet, le déni, l'oubli, l'évitement et le désengagement tant cognitif que comportemental, entre autres, font partie des réactions d'évitement d'une situation anxiogène. De même, en environnement, comme dans d'autres situations anxiogènes qui engagent des réactions d'évitement, des personnes utilisent le déni en trouvant des excuses à leur comportement ou en se disant « je n'ai pas de pouvoir sur la situation, je ne peux rien faire ». La situation est décrite par une analyse de Tomasz Gruzownik de l'Université de Primorska en Slovénie. Celui-ci en vient à la conclusion que les gens peuvent être enclins à nier la dégradation de l'environnement parce que leur identité personnelle, tout comme la quête du sens de leur vie, révèle d'un modus vivendi consumériste. Confrontés consciemment ou inconsciemment au dilemme de soit accepter que ce style de vie met en danger la vie sur la planète, leur bien-être, aussi bien que celui de leurs enfants, et ainsi d'accepter les conséquences et la responsabilité de changer, soit de refuser la croyance que la dégradation de l'environnement se produit du tout. Ils choisissent cette dernière option.
Il s'agit d'une situation qui est relativement nouvelle, qu'on appelle déni environnemental, et qui est motivée par le manque d'alternatives solides autour desquelles peuvent se construire des identités plus vertes. La construction d'une identité verte est plus ou moins marquée en fonction de la taille de la ville et des services disponibles pour le transport actif, et en fonction des espaces et des services disponibles pour la récupération et le compostage. De plus, la construction de l'identité verte est aussi associée à un manque d'informations pertinentes sur les sujets de la situation énergétique, de la provenance du pétrole consommé au Québec, des énergies renouvelables. Il est possible de constater que la perception associée au changement climatique varie selon la région administrative, le niveau d'éducation, la langue parlée, le sexe, le revenu et l'état psychologique de la personne. Toute la construction de cette nouvelle identité est influencée par l'Internet, la presse écrite, des organisations ou associations spécialisées, les fournisseurs d'énergie, la documentation et les publications officielles du gouvernement, etc. En somme, les climato-sceptiques, n'ayant pas l'impression d'avoir de l'influence sur leur consommation énergétique, sont plus enclins à ne pas faire de changement dans leur mode de vie. La prochaine étape dans la course à la transition écologique sera sans contredit d'aider ces personnes climato-sceptiques à accepter la réalité telle qu'il est. La société actuelle a aussi un impact majeur sur la promotion d'un mode de vie polluant. La société qu'on qualifie de capitaliste, celle qui a le monopole en Amérique du Nord, nous permet certes la croissance économique, mais cette société a-t-elle oublié que nous vivons sur une terre empruntée? Selon Patrick Viveret, notre mode de pensée est structuré par la fameuse trinité macroéconomique croissance, compétitivité, environnement, sans savoir de quel type de croissance, de quel type d'emploi on parle. Également, nous ignorons les vaincus du système. La priorité sera de rétablir la compétitivité nécessaire à la croissance, elle-même condition de l'emploi. Un cercle vicieux qui en a un sens se répercute sur les gens avec les politiques instaurées qui engagent une certaine stratification sociale, mais aussi sur nos priorités en matière d'environnement. Si du jour au lendemain, nous devions changer de mode de société pour devenir une société durable, quand serait-il des changements à apporter? Selon Rémi Rousseau, il faudrait avant tout changer les valeurs qui nous animent en tant qu'êtres humains. Les valeurs individualistes d'aujourd'hui devront changer pour des valeurs de coopération essentielles à l'instauration des changements nécessaires. De cela, il ne faut pas négliger l'influence des réseaux sociaux qui peuvent empêcher des tentatives de changement sociétal et l'influence de l'effet domino sur les changements de valeurs. L'influence des gouvernements est essentielle à diriger une telle transition de société. Le gouvernement en place se doit d'être cohérent et de définir de nouvelles normes en faisant fi de toutes les influences diverses qui sont contraires aux objectifs d'un tel gouvernement. Le but premier d'un tel gouvernement serait alors de satisfaire uniquement ses buts sociétaux et non plus aux buts sociétaux de moyens, comme aujourd'hui avec la croissance économique. De même, il serait plus approprié qu'une telle société se bâtisse de manière évolutive et non pas dans l'urgence. Le plus grand danger dans ce modèle est la résistance des gouvernements en place, du système de consommation actuel qui connaît parfaitement comment nous cibler et du fait des résistances individuelles et collectives. L'influence des médias sociaux sera une nouvelle aide pour transmettre le message en portant attention aux tentatives pour déjouer la transmission. De plus, informer la population et éduquer à de nouvelles valeurs la population seraient des outils très utiles. Il ne faut pas oublier les dépenses technologiques et financières à améliorer pour en arriver à une société durable. En ce sens, une telle société est possible, mais non pas sans décider de faire le pas dans une nouvelle réalité. Sommes-nous prêts, en tant qu'humanité, à psychologiquement nous délaisser de nos valeurs pour réellement faire des efforts pour la planète? Je dirais que tant que nous nous cachons la tête dans le sable à chaque fois que nous entendons parler du sujet, nous n'arriverons à rien. J'ai un graphique que je vais mettre ici. C'est dans le fond les causes multiples de résistance au changement. Il y en existe vraiment plusieurs et c'est important de les connaître pour être capable de transformer notre société. Comprenez-vous mieux maintenant les processus psychologiques à l'origine du déni environnemental? Vous pouvez vous exprimer en commentaire. Je vous souhaite sincèrement qu'on arrête de penser simplement à nous sur le court terme, mais penser sur le long terme et au bonheur de la communauté. Car nous vivons en communauté et nous ne pouvons nous y soustraire.
Aidez-moi à me faire connaître en partageant, en aimant cette vidéo, en vous abonnant, en m'écrivant des commentaires, en allant voir mes réseaux sociaux ou simplement en parlant à vos amis. Je lis tous vos commentaires et j'aime vous répondre personnellement. Je vous aime. À bientôt!